Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 29 mai, Tours, Rungis, Lyon, Dijon, où en est le projet de la Cité internationale de la gastronomie. Les 4 cités se sont réunies aujourd'hui pour faire le point sur ce projet encore très flou pour certains. Emmanuel Hervé, nous en parlerons avec le président de l'association Tours Cité internationale de la gastronomie en Val-de-Loire. Il est notre invité de la rédaction ce soir. 13e édition cette année, Vitilloire attend plus de 150 visiteurs ce week-end et on vous propose de découvrir ce soir un vin peu commun dans la région. Il s'agit du rouge pétillant à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Nous prendrons la direction du domaine familial de la Rodée. Également dans notre édition, on les appelle les cartouches dorées, la petite sœur de la célèbre patrouille de France. La ville de Blois-en-Loir-et-Cher accueille ce week-end son tout premier meeting. Nous avons suivi 5 pilotes en répétition. Bonsoir à tous. Tours, Rungis, Lyon, Dijon, Cité internationale de la gastronomie. Des représentants des 4 villes se réunissaient aujourd'hui à l'hôtel du Grand Commandement à Tours. L'occasion pour elles de faire le point sur l'avancée du projet initié en 2013, mais également de réfléchir ensemble à l'avenir de cette cité. Romain Delville. 4 villes, Tours, Rungis, Lyon, Dijon, 4 manières de gérer le dossier des cités internationales de la gastronomie et de célébrer la gastronomie française comme patrimoine immatériel de l'humanité. Tours mise sur les valeurs du repas gastronomique, le partage, la convivialité, la curiosité et s'inscrit dans le cadre plus large du Val-de-Loire. Avec comme objectif à moyen terme, plus lointain en tout cas, de pouvoir réunir dans un lieu, en ville, l'ensemble des acteurs. Mais ce qui est important, c'est de faire travailler ensemble les différents protagonistes de la gastronomie en Touraine et dans le Val-de-Loire. À l'origine, les dossiers de Tours et de Dijon étaient proches. Pépinières d'entreprises en lien avec la gastronomie, des vignes à perte de vue en Bourgogne comme en Val-de-Loire. Sauf qu'à Dijon, il y avait un hôpital public désaffecté en périphérie. L'Hôtel Dieu ouvrira ses portes au public en 2018. Il se trouve que ça fait très longtemps qu'on avait dans l'idée, puisqu'on savait qu'un jour ou l'autre il serait désaffecté, de le réhabiliter en projet touristique. Parce que le site bénéficie d'une caractéristique très importante, c'est qu'il est à la fois aux portes d'un secteur sauvegardé parmi les plus grands de France, donc une vision touristique immédiate, et aussi au kilomètre zéro de la route des Grands Crus, les Grands Bourgognes, de Gevrey à Beaune, en passant par Pommard, Corton-Charlemagne, etc., que le monde entier nous envie. En Val-de-Loire, on évoque plutôt un label, cité gastronomique. Vitilloire, ce week-end, en sera estampillé. Et nous irons plus loin ce soir avec le président de l'association Tours Cité internationale de la gastronomie en Val-de-Loire, Emmanuel Hervé. Touche pas à mon dimanche. Les salariés de la FNAC en colère, à Tours notamment ce matin. Le syndicat FO appelait à la grève pour dire non à la dérogation sur les commerces de biens culturels qui permettent d'ouvrir 52 dimanches, mais également à la banalisation du travail dominical. On écoute une salariée qui s'inquiète de la compensation financière. Le travail le dimanche tel que c'est nous est proposé, on nous parle de compensation financière. On avait donc l'habitude d'être payé, doublé, récupéré, ce qui était intéressant pécuniairement parlant. Là, il ne s'agit plus du tout de ça. Les compensations financières telles qu'elles sont présentées, pour l'instant, on n'a aucune certitude sur ce qui va être proposé. Comme disait notre délégué syndical, 1 euro de plus, c'est déjà une compensation financière. Donc à quel coût ils vont évaluer les dimanches à la FNAC demain, on n'en sait rien. Les gens qui vont être là le dimanche, forcément seront là moins en semaine, donc ça va dépouiller la semaine d'un certain nombre de personnel et reporter le travail sur les autres personnes. Marisol Touraine à Tours demain, la ministre de la Santé recevra dans les locaux de la préfecture les représentants du personnel du commissariat à l'énergie atomique du RIPO à Mons, le fameux CEA. Les syndicats attendent beaucoup de cette entrevue. Je vous rappelle que la fermeture du centre est annoncée pour 2019. Politique à présent, les 6 et 13 décembre prochains auront lieu, vous le savez, les élections régionales et la campagne a officieusement bel et bien commencé. Officiellement ce dimanche, l'UDI, Philippe Vigier, lance sa campagne en Loir-et-Cher, suivi de François Bonneau, le président socialiste sortant, et l'UMP, Guillaume Pelletier, mardi prochain. À 7 mois du scrutin, état des lieux des forces politiques en présence. Florent Carrière. La campagne des régionales a commencé à droite et au centre droit. 2 têtes de liste, Guillaume Pelletier pour l'UMP, Philippe Vigier pour l'UDI.
Philippe Vigier qui rentre officiellement en campagne dimanche avec un meeting dans le Loir-et-Cher près de Blois et en présence de Maurice Leroy. Guillaume Pelletier, lui, est déjà en campagne. Le 5 juin prochain, il sera à Tours pour un meeting à l'Hôtel de Ville. L'Indre-et-Loire où la liste UMP sera menée par la députée Claude Greff ou bien par le maire de Neuville-au-Roi, Patrick Saintrat. À l'UMP, on dit que les deux formeront de toute façon un binôme, histoire d'éviter les querelles politiciennes. L'UMP et l'UDI partiront main dans la main pour les prochaines régionales. Et il semble de plus en plus acté que la tête de liste revienne à l'UDI et donc à Philippe Vigier. L'union à droite, la désunion à gauche, c'est en tout cas vers ce schéma que l'on s'oriente. Le 27 juin prochain, le principe d'une liste autonome devrait être validé par les militants écologistes. Europe Écologie Les Verts, seul au premier tour, idem certainement pour le front de gauche. Les deux formations devront recueillir plus de 5% des voix pour pouvoir fusionner au second tour avec le Parti Socialiste. Le PS, emmené, et ce n'est pas une surprise, par François Bonneau, le président sortant du Centre Val-de-Loire. Il tenait à ce que ce soit le député Jean-Patrick Gilles qui mène la liste socialiste en Indre-et-Loire. C'est désormais acté. Victime collatérale, Jean-Marie Beffara, le premier vice-président sortant, ne sera plus présent à la région. Il s'est retiré de lui-même. Quant au Front National, Philippe Loiseau mènera à nouveau la liste comme en 2010. Le 6 et 13 décembre prochain, les électeurs se déplaceront aux urnes. À 6 mois de ce scrutin, un premier sondage met la droite et la gauche au coude à coude au deuxième tour, dans le cadre d'une triangulaire avec le FN. Si en 6 mois il reste encore du chemin à parcourir, ce sont bien 3 rassemblements politiques qui devraient s'affronter au second tour. 13e édition cette année, Vitilloire attend plus de 150 visiteurs. Vitilloire, vous connaissez, le temps d'un week-end, 150 vignerons se réunissent à Tours pour partager le goût de leur vin. Et on vous propose de découvrir ce soir un vin peu commun dans la région. Il s'agit du rouge pétillant, à Saint-Nicolas de Bourgueil, au domaine familial de la Rodée. On fait du vin depuis 4 générations. Après le rosé pétillant, la maison s'est essayée avec succès à ce nouveau produit. Le reportage est signé Thibaut Séalic. Un rouge avec des bulles, voici la dernière création d'Hervé Morin, viticulteur à Saint-Nicolas de Bourgueil. Ce vin, issu d'un cépage de Cabernet Franc, est sur le marché depuis maintenant 5 ans. Comme tous les autres vins pétillants, il est produit à la manière du champagne, autrement dit, grâce à une méthode de fermentation spécifique qui retient une grande partie du gaz carbonique. Un rouge pétillant, produit de manière traditionnelle, avec un raisin cueilli à pleine maturité. Il n'y a pas de sucre artificiel rajouté. C'est vraiment qu'une refermentation des sucres naturels du raisin. Résultat, un vin fruité avec une bulle très fine, à servir frais de préférence lors d'apéritifs dînatoires. L'an dernier, Hervé Morin a vendu plus de 2000 bouteilles de cette cuvée contre 200 lors de sa première année de commercialisation. Une augmentation de 10% en 5 ans. Parmi ses clients, des Norvégiens, des Allemands, des Belges, mais surtout des Français de tout l'Hexagone. La clientèle locale, elle, est encore timide. Alors aujourd'hui, Hervé Morin souhaite la développer. On est quand même dans un milieu entre Saumur et Vouvray et la Touraine où le pétillant a une place quand même majeure. Et voilà, là je suis sur un produit un petit peu noyé dans cette masse de bulles. Donc du coup, oui, je pense qu'il y aura un intérêt quand même d'aller chercher ces petits vins de niche un peu originaux. Si ce rouge pétillant est rentable, il ne représente que 2% de la production totale du domaine. Ce vin, Hervé Morin l'a créé avant tout par passion, un défi et une volonté d'expérimenter. La cuvée ne possède d'ailleurs aucune appellation, ce qui veut dire qu'Hervé Morin suit ses propres critères de production, un gage de liberté et d'inventivité. Mes grands-parents, ce qu'ils ont fait, c'est très bien, mes parents aussi, mais si on se cantonne à toujours faire ce qui a été fait, on n'avance pas, quoi. Donc voilà, nous on est là aussi pour créer des nouvelles choses, pour le futur, pour nos enfants et pour faire avancer aussi le métier. Des projets pétillants, Hervé Morin en a d'autres. Il devrait lancer dans les prochaines années une cuvée, non pas de vin, mais de bière. Un projet encore confidentiel qui a de quoi faire mousser. 7e édition, coup d'envoi aujourd'hui du chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire, présidé cette année par PPDA, 230 auteurs en dédicace et c'est à chaque fois un grand succès. Ce matin, nous avons suivi une classe de CE2 qui s'est interrogée sur le monde du livre et ses auteurs. Le reportage de Guillaume Roux. Est-ce qu'un auteur, ça fait que des livres ou ça fait autre chose? Le chapiteau du livre, ce n'est pas que pour les adultes. Ça, les enfants l'ont bien compris puisqu'ils ont investi les lieux ce matin, avides de questions sur le monde du livre.
Un atelier animé par 2 auteurs de BD qui peut faire naître des vocations. Pour moi, c'était très important d'avoir un lien avec les enfants ici et leur présenter le travail qu'on fait. Parce que j'ai posé aussi, par exemple, la question aux enfants qui veut devenir auteur ou illustrateur. Il y en a beaucoup. Et alors, je leur donne aussi un peu les pistes, comment faire pour démarcher, par exemple, un éditeur. C'est vraiment les aider aussi à réaliser leurs rêves à eux. Et pour ces auteurs qui ont lancé leur collection de livres jeunesse il y a 2 ans, c'est aussi le moyen de se faire connaître et de récupérer l'avis précieux du jeune public. La bande dessinée et le dessin leur parlent beaucoup, évidemment. Ça fait partie de leur quotidien. Donc de rencontrer des auteurs à l'occasion de salons, c'est toujours très positif pour eux. Un vrai plus pédagogique pour les 95 petits Saint-Cyriens qui ont participé à cet atelier autour de la bande dessinée. Pour les plus grands, ça se passe dès demain au parc de la Péraudière à Saint-Cyr-sur-Loire. Et on passe au sport en rugby ce week-end, 19e édition de Lowardington Sevens. Et c'est la première fois qu'ils jouent au complexe de la Vallée du Cher. Et ce n'est pas rien puisqu'ils attendent environ 1000 joueurs. Plus de 500 matchs sont prévus, des tournois auxquels participeront amateurs et très bons joueurs. Thibaut Séalic. L'histoire de Lowardington Sevens, c'est un peu l'histoire du rugby à 7. Une discipline qui s'apprête à devenir olympique en 2016 et un tournoi qui passe lui aussi à la catégorie du dessus. Exit Ballon-Miré où la compétition s'est émancipée. Dorénavant, c'est à la Vallée du Cher que l'on verra s'affronter les 84 équipes inscrites. Le 7, c'est Fast and Furious, c'est ça. C'est quelque chose qui colle bien là à la période actuelle. On a envie que ça aille vite, que ça speed, qu'on voit des essais, qu'il y ait de la variété, qu'il y ait du zapping. Tous les quarts d'heure, tu as 2 équipes nouvelles qui arrivent sur le terrain. Voilà, ça dépote, quoi. Et puis cette ambiance de kermesse dans les stades, elle plaît à tout le monde. Donc, ouais, pour moi, ça fait aucun doute, c'est le rugby de demain. Vous l'avez compris, en plus du lieu, le rugby à 7, c'est avant tout du spectacle. Un spectacle d'un week-end entrecoupé d'une soirée au parc des expositions. Et pour le garantir sur le terrain, Lowardington possède comme chaque année sa dimension internationale. Des Belges, des Suisses, mais aussi des Allemandes et des Japonaises. On souhaite garder malgré tout la convivialité qu'on avait instaurée depuis de nombreuses années. Les gens disent qu'ils vont perdre un peu de cette convivialité. Moi, j'en suis pas persuadé, c'est à partir du moment où c'est eux qui la créent, la convivialité, donc elle sera forcément toujours présente. Et si ça peut en rassurer certains, le passage à la Vallée du Cher n'a en rien changé les habitudes des organisateurs. On les appelle les cartouches dorées, patrouille acrobatique, la petite sœur de la célèbre patrouille de France. La ville de Blois en Loir-et-Cher accueille ce week-end son tout premier meeting aérien. Reconnaissance, entraînement, démonstration. Nous avons suivi les répétitions menées par 5 pilotes triés sur le volet. Direction l'aérodrome du Breuil. Aurélie Renaud. C'est parti à gauche. Et ça sert. Il est rare que les pilotes partagent ce moment avec les caméras. On appelle ça la musique. En temps réel, les équipiers mentalisent le vol qu'ils vont effectuer. Une sorte de répétition. 30 minutes plus tard, les pilotes embarquent dans leur avion, leur Epsilon. Il faut savoir qu'il a été conçu pour former les futurs pilotes de chasse de l'armée de l'air. Donc en fait, on peut le considérer comme un véritable petit chasseur qui se rapproche des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est un avion qui fait à peu près 300 chevaux. Ensuite, il peut faire à peu près toutes les missions qu'on demande à un avion type armée de l'air, c'est-à-dire qu'il peut faire de la navigation, du vol de la voltige, du vol en formation, c'est-à-dire à plusieurs avions. Le show aérien dure une vingtaine de minutes, avec cet avion qui peut aller jusqu'à 400 km/h. Durant le vol, les pilotes perdent jusqu'à 2 kg et la pression à bord est de 6 G. La première partie est plus physique, fatigue nerveuse et mentale, parce que pour les équipiers, ils sont en patrouille serrée, ils doivent tenir leur position quoi qu'il arrive. Ensuite, quand on est séparé, qu'on fait les percussions, etc., les rassemblements, là c'est plus de la fatigue physique, puisque là on prend beaucoup plus de facteurs de charge avec beaucoup plus de vitesse. Basés à Cognac, les membres de Cartouches Dorées sont tous instructeurs et pilotes de chasse. Leur mission est double, présenter des démonstrations au grand public et pourquoi pas susciter des vocations de futurs pilotes.
Moi j'ai été un petit garçon comme certains qu'on retrouve aujourd'hui dans le public et je me souviens rêver au meeting devant les présentateurs, entre autres de l'armée de l'air. Donc c'était une chance de pouvoir intégrer une patrouille comme ça. Le programme de la patrouille acrobatique est dense, avec plus de 30 démonstrations par an. Dimanche, les pilotes s'élanceront sur la piste de l'aérodrome du Breuil. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, nous parlerons de Tours, cité internationale de la gastronomie avec Emmanuel Hervé. A tout de suite.